Alors merci à tous d'être là. Je pense que vous avez beaucoup de chance en fait, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Quel est l'avenir des États-Unis et quel est l'impact sur nous, Français ou Européens, de l'avenir des États-Unis? Et nous avons pour répondre à cette question, ou pour commencer à avoir des pistes, d'abord un invité de marque qui sait de quoi elle parle, puisque Kristen est consul des États-Unis à Marseille, et nous avons un économiste que vous avez déjà entendu ce matin et qui connaît aussi bien le sujet, Éric Chanet. Donc, sans plus attendre, je vais d'abord poser une question à Madame le consul. Quel est selon vous l'avenir des États-Unis? Est-ce que c'est optimiste, pessimiste? Est-ce qu'en quelques minutes, vous pouvez nous dire ce qui sont pour vous les grandes lignes? C'est bien. J'ai besoin de micro? Bien sûr. Okay. Il y en a là. Attendez, je vous aide. Excusez-moi, merci beaucoup. D'abord, je voudrais juste remercier tous les organisateurs. C'est vraiment un honneur pour moi d'être présent ici à Saint-Raphaël avec vous tous pour cette grande conférence Rencontre de l'avenir. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Sur la question de l'avenir de mon pays, c'est une question très vaste. Mais en général, je suis optimiste, relativement optimiste. Et pourquoi je dis ça? Est-ce que je dis ça parce que je suis diplomate et je suis forcée de le faire? Non. Je le dis parce que je sens vraiment au cœur, quand je vois les étudiants avec lesquels je fais des sessions éducatives, avec mes propres fils, etc., les générations milléniales, génération Z, on dit, je suis très optimiste pour l'avenir de mon pays grâce à eux. Ils vont être les générations les plus éduquées dans toute notre histoire. Ils sont en général beaucoup plus inclusifs, divers et tolérants que toute l'histoire américaine avant eux. En plus de cela, ils sont très, très attachés à leurs appareils technologiques. Il y a des avantages et inconvénients, mais bien sûr, dans cette période de Covid, avec mes propres fils qui font le CE2 à l'école, à la maison avec une tablette, ils sont très, très doués dans ce domaine-là. Et j'en pense, ça me rend très optimiste parce que toutes les questions avec lesquelles on a des difficultés, surtout des questions d'environnement, des questions de gros défis comme la COVID, etc., ça exige une réponse internationale. Ça exige que tout le monde travaille ensemble. Et pour moi, je vois les jeunes et je vois comment ils veulent qu'il soit des solutions. Oui, ils veulent que tout le monde soit accepté pour eux-mêmes. Ils veulent que les droits de l'homme soient respectés, etc. Et ils ont beaucoup moins de patience, je pense, que ma génération, avec des questions où les gens ne sont pas acceptés, ou qu'on prend notre temps pour avoir des solutions comme contre le changement de climat ou la COVID, etc. Et ils sont prêts, ils sont hyper créatifs et, à mon avis, j'espère, avec leur amour pour la technologie, qu'ils vont dire, OK, maintenant, c'est à nous. Ils mis les manches comme ça, ils sont prêts à travailler. C'est mon impression. Donc, en gros, même si on a des problèmes, bien sûr, je suis relativement optimiste. Merci. Alors, Éric, qu'en pense l'économiste? Est-ce que l'économiste est aussi optimiste pour l'économie américaine d'abord? Je ne peux pas répondre sur le même plan que Madame la consul. Est-ce que je peux dire Kristen? Bien sûr. Tout le monde peut. Oui, donc ça sera peut-être un peu plus... Mon avis sera peut-être un peu plus froid, un petit peu plus celui de l'économiste, du macroéconomiste. Mais oui, je suis aussi positif, optimiste, qu'on dirait en français, sur les États-Unis à moyen long terme. Et alors je vais non pas vous parler de la jeunesse américaine, même si mes petits-enfants sont installés à Los Angeles, et donc ils font partie de la jeunesse américaine d'ailleurs, à Pasadena, à côté du Caltech, à côté de grands lieux de la science. Je vais vous donner quelques éléments économiques. Les États-Unis considèrent à juste titre qu'ils sont rentrés dans une période de rivalité stratégique
et c'est quelquefois un peu un euphémisme, avec la Chine. Et donc c'est intéressant d'essayer de mettre en rapport ces deux économies complètement différentes du point de vue de leurs fondamentaux à long terme. Alors la première grande différence, c'est que même s'il y a un vieillissement de la population américaine, il y a eu un baby boom après la guerre, comme partout, eh bien la population active, la démographie américaine reste positive. On est sur une tendance, selon les projections du Congrès américain, qui a un office spécialisé bipartisan et qui fait du travail assez sérieux, on est sur une tendance de 0,3 à 0,4% par an. En Chine, on est plutôt à la même tendance, mais avec le signe opposé. Ça, c'est le premier élément qui est assez important. Les États-Unis ont une longue pratique de l'immigration, d'une immigration contrôlée, par quota de qualification, etc. Alors, c'est un système qui a parfois des ratés, comme on en a vu pendant la présidence Trump, mais qui fonctionne bien. Donc, c'est un élément très positif pour la croissance de la population et il y a de la place aux États-Unis. Le deuxième point qui me rend optimiste, c'est que malgré une concurrence très sévère et saine, pour reprendre les mots d'Emmanuel Comte ce matin, la recherche fondamentale et appliquée aux États-Unis reste la meilleure du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des très bonnes choses en Europe ou au Japon, ça commence en Chine, mais la frontière est toujours aux États-Unis, ça se joue toujours entre, disons, la région de Boston ou bien LA ou bien San Francisco et quelques grandes autres zones. Et je vais vous en donner deux exemples. Quand j'ai dit recherche fondamentale et appliquée. Alors, le grand événement de l'année 2021 est à venir. Alors, théoriquement, c'est le 22 décembre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça va être le lancement d'un télescope spatial qui s'appelle le James Webb Spatial Telescope, so JWST, qui est un appareil qui va être installé à un point de Lagrange, donc à peu près 50 fois plus loin de la Lune, de la Terre que ne l'est la Lune. Ça va prendre des mois pour arriver là. Il va se déployer avec un miroir de 8 mètres qui va permettre d'explorer les tout débuts de l'univers dans le rayonnement infrarouge. C'est une merveille technologique, 20 milliards de dollars. Au début, c'était supposé coûter 2 milliards de dollars. Ça devait être fait en 5 ans, ça a pris 25 ans ou 30 ans. Et voilà, il va décoller de Kourou, en Guyane, sur une fusée Ariane 5, petit cocorico quand même. Et c'est pour moi un beau symbole de l'attachement à la recherche fondamentale. Il n'y a aucun intérêt économique à comprendre la formation des premières galaxies 200 à 300 millions après le Big Bang. Oui, mais la recherche fondamentale, c'est elle qui a des retombées à long terme. Et c'est quelque chose dont on a parlé un tout petit peu ce matin et qui, je pense, n'est pas suffisant en Europe. Mon deuxième exemple, c'est sur la recherche appliquée. Et surtout sur le lien qu'il y a entre la recherche dans les meilleures universités et le secteur privé, où on passe très facilement l'un à l'autre. D'ailleurs, on peut même être dans les deux, ce qui est théoriquement possible en France, mais qui est quand même plus difficile, grâce à l'augmentation très forte des prix de l'énergie, donc du prix du carbone, en réalité, que ça vienne des marchés ou que ça vienne de systèmes de droits d'échange, le nucléaire est redevenu un investissement profitable. Alors, dans le nucléaire, évidemment, il y a le nucléaire que nous connaissons, qui est la fission nucléaire, les PWR, le PR, etc., etc. Et puis, il y a la promesse de la fusion nucléaire. Alors, en France, on est sur ce projet international qui avait été lancé à l'origine par la Russie, par les États-Unis, le Japon et évidemment l'Europe, qui s'appelle ITER. Eh bien, au cours des 12 derniers mois, il y a eu une levée de fonds de l'ordre de 4 milliards de dollars pour financer 35 start-up de fusion nucléaire. On pense, la fusion nucléaire, que ça ne peut être l'affaire que de très grands pays, les tokamaks russes, etc. Non. L'essentiel des percées scientifiques sont faites. Le projet ITER, d'ailleurs, en fait partie. Et voilà, il y a du capital privé qui arrive pour financer ce qui sera presque certainement une des grandes solutions pour la transition énergétique. Et comme c'est des entreprises privées, c'est comme SpaceX, ils disent non, mais nous, ça ne nous intéresse pas d'être branchés sur le réseau électrique en 2035 ou 2040, on vise 2025. Et ça change complètement. Voilà, donc deuxième élément pour vous donner un exemple que je trouve très important. Alors, dans les
quand même les défauts, si je puis dire, dans les facteurs qui ne sont pas si positifs que ça. Il y en avait deux qui sont très souvent cités par les chercheurs américains, par les économistes ou par les instances internationales, qui étaient l'état des infrastructures. Un pays a besoin de bonnes infrastructures. Et l'état du système éducatif. Et là, on ne parle pas du MIT, de Stanford ou de Yale. On parle du système éducatif de base, les lycées, les high schools, etc., où les États-Unis ne sont pas les seuls, où les choses étaient en mauvais état, franchement en mauvais état. Or, là, quand même, il faut reconnaître que la nouvelle administration Biden met énormément d'argent sur la table pour reconstruire les infrastructures et, c'est encore plus important pour moi, pour redonner de la qualité au système éducatif. Alors, c'est assez compliqué, il y a des problèmes d'inclusion dont vous parliez, Christine, mais voilà, il n'y a pas de miracle, il faut peut-être des bonnes méthodes, mais il faut aussi de l'argent, et ça fait partie des plans Biden. Alors, quand j'essaye de mettre ça en équation, c'est notre boulot d'économiste, désolé, c'est pas très drôle, mais elle me dit qu'avec tout ça, avec une croissance de la population active, mettons de 0,2 à 0,3, et une productivité du travail, lorsqu'on ajoute les deux, bon, on a la croissance tout court, la croissance du PIB, qui était historiquement, sur très longue période, depuis 1945, de 2%, avec des hauts et des bas, et qui est tombé à 1%, et qui est en train de redémarrer. Eh bien, je pense que la productivité, je vais vous en donner aussi quelques exemples, risque d'accélérer plutôt vers 1,5 et pourquoi pas 2%, comme c'était la moyenne historique de très long terme, auquel cas la croissance potentielle américaine, et là je parle sur 10-20 ans, après c'est un peu plus compliqué parce que personne n'en sait rien, mais sur 10-20 ans, elle a des chances de se rapprocher de 2%. Et en même temps, en Chine, elle ralentira vers 2%. Alors on verra bien si les courbes se croisent, je ne suis même pas sûr que les courbes se croisent. Sur la productivité, je voudrais dire un mot, c'est que ces affaires de productivité, c'est souvent le résultat de grands événements internationaux qui menacent un pays dans son existence même. Le boom de la productivité aux États-Unis est venu après la Seconde Guerre mondiale. Mais la Seconde Guerre mondiale était une période d'innovation scientifique et technologique que même aujourd'hui, nous n'arrivons pas à imaginer. Eh bien, pendant 20 ans, les États-Unis ont eu une croissance de leur productivité. Alors la productivité, ça vient jamais de la demande, hein, ça vient vraiment de l'offre, qui tenait à ce stock, si je puis dire, de découvertes scientifiques, techniques, qui ont permis de gagner la guerre. Et puis évidemment, au bout d'un certain temps, ça ne suffit plus. Et c'est lors de la guerre froide et de la dernière phase de la guerre froide, donc la productivité qui était montée à 3%, était retombée à 1%. La dernière phase de la guerre froide, vous savez ce qu'on avait appelé Star Wars, la guerre des étoiles, a été d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs sur lesquels je suis moins compétent, mais gagnée par les États-Unis par leur investissement massif, alors non pas pour payer des généraux ou fabriquer même des fusées, mais en sciences des matériaux, en computer science, et qui a abouti à un tel écart avec l'Union soviétique que c'est pas compliqué. Les soviétiques, même en mettant 30% de leur PIB dans le budget militaire, ne pouvaient pas suivre. Et ça a été une accumulation de connaissances fondamentales, de recherche appliquée, qui ont été jusqu'au produit, avec le premier portable d'IBM, puis ensuite est arrivé Apple, avec une ombre portée en termes d'accélération de la productivité qui a duré 15 ans. Il y a un moment où le prix Nobel américain, le père des théories de la croissance, Robert Solow, disait « Tout le monde me parle de productivité, je vois des ordinateurs partout, mais je vois rien dans les chiffres de productivité. » En réalité, quand il le disait, la productivité était en train d'accélérer, et j'attribue ça à cette phase de la guerre froide. Or, aujourd'hui, les États-Unis sont à nouveau dans une situation un petit peu de menace existentielle, du moins c'est comme ça qu'elle est vécue par peut-être certaines parties de l'administration, mais c'est vrai que la rivalité avec la Chine est extrêmement importante. Or, dans tous les moyens qui ont marché dans le passé et qui marcheront à nouveau, c'est intensifier la recherche, le développement, l'innovation qui donnent l'avantage. Et ceci, donc, fait partie des éléments qui me rendent optimiste sur l'accélération de la productivité aux États-Unis. Alors maintenant, il faut quand même que je donne quelques éléments plus négatifs. Alors le premier, c'est, je pense que les États-Unis ne sont absolument pas à la hauteur pour l'action en termes de politique climatique. On en parle beaucoup, on est prêt à dépenser beaucoup d'argent, mais on ne fait pas grand-chose. S'il y a eu une réduction des émissions de CO2 aux États-Unis, ça a été en gros la substitution
du charbon vers le gaz. Le gaz, on aimait moins que le charbon, mais on aimait quand même. Et on arrive un petit peu à la limite de tout ça. J'ai été extrêmement... j'ai beaucoup regretté qu'au début, dans la campagne du candidat Joe Biden, il mentionnait le prix du carbone, que tous les économistes américains, et du monde entier d'ailleurs, mais quand même, aux États-Unis que c'est important, prônent comme étant la meilleure manière de réduire les émissions pour ce qui concerne le carbone. Eh bien, c'est sorti du programme, et le prix du carbone est toujours en filigrane dans les projets de l'administration Biden, mais n'est pas conçu comme l'outil central de la transition énergétique. Or, je vais vous donner des chiffres qui sont assez terribles. Lorsqu'on estime l'empreinte carbone d'un pays, il ne faut pas regarder que les émissions, évidemment, du pays. Il faut regarder ce qui est importé. Et il faut soustraire ce qui est exporté. Parce que si vous prenez des mesures drastiques, les entreprises vont produire ailleurs, en Chine par exemple, et on importe. Donc, lorsqu'on fait ce calcul de l'empreinte carbone, je vous donne les chiffres. 2018, bon, c'est assez difficile à construire. Aux États-Unis, 17,2 tonnes de CO2 par an et par habitant. Pour vous donner un élément de comparaison, la France, 6,6, presque 3 fois moins. Et la Chine, second pays, c'est la Suisse d'ailleurs, qui importe son carbone. Elle n'en produit pas, mais elle l'importe. Oui, mais la différence entre la Suisse et la Chine, c'est que la Suisse, c'est tout, et les États-Unis, pardon, c'est que la Suisse, c'est tout petit, donc ça n'a aucune importance. Tandis que les États-Unis, c'est énorme. Et ce qui fait que nous sommes dans une situation où si les États-Unis ne prennent pas le taureau par les cornes, eh bien, c'est le monde entier qui en souffre, à commencer par la population américaine. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose de self-defeating. Si les États-Unis ne font pas le travail pour réduire leurs propres émissions, tout le monde en souffre, et la population américaine aussi. Bon. Le deuxième bémol, c'est une thèse qui est avancée par certains économistes, dont Thomas Philippon, qui est à NYU, qui est de dire qu'on a depuis une trentaine d'années eu un phénomène de concentration des entreprises qui a abouti à la création d'oligopoles, alors pas seulement dans la technologie, et pas principalement dans la technologie, mais dans d'autres secteurs de l'économie. Et quand il y a une situation où les monopoles ou oligopoles qui se créent, eh bien, il y a moins d'innovation. Et l'innovation est au cœur de l'avenir, puisqu'on veut parler de l'avenir. Et ma troisième réserve, c'est que dans les plans de l'administration Biden, j'ai remarqué qu'il y a une très grande insistance sur la nécessité de créer de bons emplois, ce qui est tout à fait louable. Et bons emplois, c'est aussi emplois syndicalisés. Alors, on comprend, oui, ça fait partie du programme pour avoir le soutien des syndicats, mais il y a aussi le risque d'une certaine rigidification d'un marché du travail qui reste un des plus efficaces du monde lorsque l'économie marche bien. Donc, je ne veux pas là-dessus trop insister parce que c'est une possibilité, mais que nous avons connue à l'époque du New Deal de Roosevelt. Parce qu'il avait abouti, au bout d'un certain temps, à une espèce de rigidification de l'économie. Tout ça a été oublié parce qu'il y a eu la guerre. Voilà. Mais pour résumer, finalement, peut-être que la raison principale pour laquelle je suis optimiste, c'est la démographie et la rivalité avec la Chine, parce que quand on a à prendre des décisions, eh bien, on les prend. Merci Eric. Alors, si je comprends bien, vous êtes plutôt optimiste sur les fondamentaux, mais il y a des grands défis internes au pays, notamment du coup le fait qu'ils ne prennent pas assez en compte la problématique environnementale, ce fameux marché du travail. Mais alors du point de vue d'un Français, est-ce que ça veut dire que les États-Unis vont avoir tendance à se replier, à se concentrer sur leurs propres problèmes, ou est-ce qu'au contraire, ce qu'on entend nous aujourd'hui dans les médias, que les États-Unis nous abandonnent ou se concentrent sur leur territoire, est quelque chose qui relève de l'illusion? Wow, beaucoup de questions. D'abord, je veux dire qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec beaucoup de ce que vous avez dit, franchement. Donc, c'est pas vraiment un débat parce que vous avez dit de très, très bonnes choses. Je veux juste qualifier quelque chose, ok? Vous avez dit, selon vous, c'est la rivalité avec la Chine qui va nous faire forcer de repenser comme le guerre froide et répondre. Et je dirais que, en fait, c'est plutôt quelque chose d'autre qui est existentiel, ok? Et selon l'administration Biden,
où on peut coopérer avec la Chine, on est prêt à coopérer avec la Chine. Et il y a quelques semaines, avec le COP26 à Glasgow, en fait, les États-Unis et la Chine ont signé un accord, en fait, pour essayer de travailler ensemble sur tout ce qui est climatique. Donc, pour moi, et pour surtout les générations jeunes, à mon avis, c'est plutôt cette question existentielle de toute notre planète qui, pour moi, est une force motivateur pour les entreprises, des innovateurs, des entrepreneurs, etc., de faire face à cette question. Et récemment, dans le projet de loi sur l'infrastructure, qui est énorme, et parlant des échelles américaines, ce projet qui a été voté est énorme par rapport aux dernières générations. Et il faut le faire. Parce que, je vous donne un exemple, les autoroutes ici, ma mère est venue ici à Saint-Raphaël, en fait, pour la libération de Provence, oui. Et donc, elle a remarqué sur les autoroutes, waouh! Parce que vous avez des très beaux autoroutes. Oui, c'est joli, hein? C'est pas du tout le cas chez nous. En fait, je viens du Michigan, il y a des trous partout, tout partout. Mais, donc, enfin, chaque Américain, n'importe quel parti, est vraiment, vraiment ravi qu'enfin, on a une administration qui vraiment souligne l'importance de l'infrastructure. Et je partage votre point de vue que ça peut aider, j'espère, avec la productivité. Mais en plus de cela, une grande partie de cette levée de fonds publics va être pour les technologies vertes, les infrastructures vertes. Et surtout des nouvelles idées, des nouvelles créations, etc. Je vois des gens qui sont très attachés aux voitures électriques. Et comme je suis une fille de Michigan, où il y a beaucoup des usines de voitures, ça c'est nouveau. Mais on a des anciens maintenant qui disent, OK, il faut changer. Donc il y a un changement de mentalité. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espérance pour cette question d'existence, comme vous avez dit, mais plutôt pour l'environnement et pas seulement la Chine. Sur la question de la Chine, je dirais, ce qui compte pour nous, et ce que mon président a dit plusieurs fois, c'est pas où on peut coopérer, surtout sur l'environnement et Covid. Les grandes questions mondiales, et aucun pays peut résoudre ça eux-mêmes sans travailler avec les autres. Il a dit que l'Amérique, la diplomatie est back. Oui, diplomacy is back. Il souhaite que notre pays fait partie de toutes les organisations internationales, qu'on souligne l'importance du multilatéralisme, etc. Et où il y a une question avec la Chine, pour nous, c'est plutôt les questions de valeurs partagées. Ce qu'on partage avec la France, depuis vous nous avez défendu, vous êtes nos premiers investisseurs en 1776, pardon, les chiffres me posaient problème. Mais c'est vous qui avez nous donné l'indépendance, mais c'était le début de notre valeur partagée. Donc, pour nous, la question de Chine, c'est une question de l'importance de la démocratie. Et la semaine prochaine, notre président Biden va diriger le Summit pour la démocratie. La France est invitée, bien sûr, comme premier investisseur aux États-Unis dans l'idée de démocratie. Donc, c'est où il faut souligner l'importance de ces valeurs partagées. Et c'est ça qui nous pose un problème avec la Chine. C'est moins, bien sûr, la technologie, le vol de propriété intellectuelle, etc. Mais pour moi, c'est plutôt l'importance de sauvegarder la démocratie elle-même. OK? Merci. Et il y a une question, quand on voit, et on comprend bien, on a eu une table ronde sur la Chine, on en a une sur les États-Unis, et on est sûrement un peu complexés ou pas très à l'aise, nous, les Européens ou les Français, et on se demande où est notre place là-dedans. Et du coup, on a une vision qui est toujours une vision très ambiguë des États-Unis. On a en même temps une sorte de complexe de supériorité à l'égard des Américains, en se disant que oui, on est les investisseurs, on est les grands frères ou grandes sœurs,
Et puis en même temps, c'est un pays qu'on comprend pas bien, et donc on n'est jamais sûr de bien percevoir ce qui est en train de se passer. Et une question qui se pose vraiment en ce moment, c'est la question de la fracturation ou au contraire d'une sorte d'apaisement de la société américaine. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est là-dedans? On a eu l'impression que sous le mandat Trump, il y avait une grande division, une grande fracture, mais on a du mal d'abord à comprendre ce qui s'est passé et puis à comprendre où on en est aujourd'hui. Ça, c'est aussi une question difficile, mais très importante, parce que c'est vrai. On peut dire qu'il y a des positions sur l'extrême et les gens sont très vocaux. Ils sont très, très vocaux. Et en mon avis personnel, je dirais que le stress de cette pandémie n'aiderait pas du tout le discours public. Oui, tout le monde a un certain stress qui porte avec eux tout le temps, etc. Mais je dirais que ce qui compte en fait, est la démocratie est très, on dit, messy. On dit, c'est pas du tout propre, c'est parfois un peu désorganisé. Mais c'est surtout l'importance de la démocratie, l'idée que vous avez le droit d'exprimer votre opinion. C'est ça. Même si je ne veux pas l'entendre, je ne suis pas d'accord avec vous, vous avez le droit d'exprimer votre opinion, c'est votre droit humain. Mais vous avez le droit, on dit en anglais, je ne connais pas l'expression en français, mais vous pouvez faire ça avec votre doigt, oui, c'est votre doigt, jusqu'à la point où ça touche votre visage, ok? Donc l'idée qu'il peut y avoir un discours public qui est pour le moment un peu tendu, c'est vrai, c'est très vrai. Mais le droit de la personne de s'exprimer s'arrête quand il fait des menaces ou des violences ou des choses contre les autres. Notre présidente a dit, surtout la semaine dernière, pour notre grande fête de Thanksgiving, je ne sais pas si vous ne le connaissez pas, c'est la journée de l'action de grâce. Et pour beaucoup d'Américains, c'est beaucoup plus personnel et touchant que Noël chez nous. Okay? C'est vraiment une fête de famille. Et parfois, il faut dire, et le président a dit, qu'il y a des familles qui ne se réunissent pas à cause de ces différences politiques. Et il a dit, il faut se souvenir de ce qui compte. C'est nos valeurs partagées. Revenu au début, revenu aux bases, de ce qu'on partage ensemble. Soyez positifs, soyez reconnaître l'être humain devant vous et pas seulement leurs opinions. Oui? Et la dernière chose que je vais dire à ce sujet est la question très urgente sur la désinformation, surtout sur les réseaux sociaux, qui est vraiment un grand enjeu maintenant dans notre société. Parce que si les gens cliquent et like, etc., et comment ça change le discours dans notre pays. Donc, c'est sûr que notre administration est très, mais ça c'est un problème hyper important pour eux. Et c'est vraiment une question de retourner à la base et refaire un peu le tissu social qui a été fracturé, surtout pendant la pandémie et les dernières années. Merci. Et Eric, si on regarde ça du point de vue économique, on sait qu'Angus Deaton, par exemple, nous a montré qu'il y avait une partie de la population américaine qui avait vraiment souffert de la globalisation et qui, globalement, enfin en tout cas c'est assez corrélé, ressemble à l'électorat de Donald Trump. Sur le plan économique, est-ce que ça veut dire que ça peut jouer en défaveur de la croissance ou en défaveur de l'activité en général, ou est-ce qu'on voit ici une sortie plutôt positive aujourd'hui ? Ah oui, vous avez raison de faire référence aux travaux de Angus Deaton, que lorsque j'étais à l'INSEE, que nous avions reçu. À l'époque, c'était un chercheur qui était plutôt connu sur ses recherches sur la consommation. Et Angus Deaton et son épouse ont beaucoup travaillé sur le fait qu'il y avait quelque chose d'anormal dans la mortalité aux États-Unis, qu'elle était en train de monter pour les petits blancs, en quelque sorte. Et c'est à la suite de ces travaux qu'on a pu quand même faire un lien avec l'entrée de la Chine dans le commerce mondial, qui a abouti au déclin de certaines industries. Et je pense que c'est un point qui a joué certainement, mais je ne suis pas un politologue, mais dans la très forte motivation sur l'inclusivité, inclusiveness, comme on dit aujourd'hui,
de la nouvelle administration. On a compris que ces choses-là étaient extrêmement importantes, y compris au niveau du financement des écoles. Mais moi, je voudrais revenir sur le problème de la fracture, de la polarisation, parce que d'abord, ce n'est pas du tout spécifique aux États-Unis. Regardez le Royaume-Uni, regardez notre pays, la France. Certains pays y échappent, comme l'Allemagne. Mais bon, c'est peut-être pour des raisons historiques. Quand on a beaucoup péché, on devient peut-être plus vertueux dans le futur. Mais voilà une réflexion qui m'est venue à la suite du mandat de Trump. Trump a eu une politique protectionniste. Alors pour les économistes, le protectionnisme, c'est une imbécilité totale. Que ça se retourne toujours contre le pays qui devient protectionniste. Et si tous les pays deviennent protectionnistes, comme ça a été le cas en 1930, eh bien dans ce cas-là, ça se retourne contre tout le monde. Et ça aboutit à une récession mondiale. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Monter les tarifs douaniers avec la Chine, les économistes disaient, au bout du compte, ce sera les consommateurs qui le payeront, alors qu'évidemment, l'objectif, c'était de faire payer les Chinois. Non. Et toutes les études statistiques les plus sérieuses qui ont été faites prouvent que cette thèse des économistes était juste. Le protectionnisme est payé par le consommateur. Alors, quand on est dans une période de très basse inflation, peut-être que ça se voit moins, mais c'est quand même vrai. Donc, il y a eu des éléments, si je puis dire, qui viennent de cette polarisation, qui ont été néfastes à l'économie. Et lorsqu'on se protège, on a moins besoin d'être concurrentiel. Je ne voudrais pas paraphraser Emmanuel, mais lorsqu'on est protégé, on a beaucoup moins d'incitation à innover. Et lorsque c'est votre État qui protège les industries qui, de toute façon, vont disparaître, excusez-moi, pourquoi investir dans celles qui les remplaceront? Alors, ceci dit, en même temps, je ne veux pas emprunter au langage macronien, mais en même temps, parce que c'est la même administration, cette administration a mis en place, ça a été long, une réforme fiscale. Qui a été beaucoup critiqué par les démocrates, vous allez donner de l'argent aux riches, etc. Oui, mais cette réforme fiscale, pour une grande partie d'entre elles, venait d'un très long travail d'une commission bipartisane. Et donc voilà, on est dans une situation très polarisée où une grande partie, pas tout, de la réforme fiscale vient des travaux d'une commission bipartisane avec l'intégration de travaux économiques de très grande qualité, et je dirais que l'un dans l'autre, c'était une réforme fiscale de bonne qualité, qui va plutôt dans le sens de l'innovation, qui va plutôt dans le sens d'avoir une économie qui marche mieux, et qui n'était pas seulement, parce qu'il y a quand même eu cet aspect-là aussi, donner un peu plus d'argent aux gros. Je vous cite un exemple. Tout le monde sait que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais dans une partie du financement de l'économie, dont on parlait ce matin indirectement, il y a ce qu'on appelle le private equity, donc des investisseurs qui vont investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées, avec l'idée soit de les revendre au bout de 4-5 ans lorsqu'elles marchent bien, voire de les mettre sur le marché et d'empocher la différence entre leur investissement et la valeur de marché. Le private equity est un des vecteurs de financement très importants de l'innovation, comme d'entreprises traditionnelles. Mais le private equity s'endette. On emprunte pour pouvoir acheter des entreprises dont on pense que si on les gère bien, elles auront du succès. Et une des raisons pour lesquelles ça marche si bien, c'est qu'il y a un avantage fiscal à la dette par rapport aux fonds propres que sont, par exemple, lever des actions sur le marché d'actions. Eh bien, dans la réforme fiscale de Trump, qui a été financée en partie par lui-même, par des gens du private equity, il y avait un début de normalisation de la fiscalité entre la dette et les fonds propres et les actions, le fameux théorème de Modigliani-Miller pour les économistes. Donc vous voyez que c'est assez extraordinaire. On a une administration qui est hyper à droite, si je puis dire, très conservatrice, qui prend des politiques commerciales absurdes, qui n'est pas du tout la bonne solution. Mais en même temps, on a une réforme fiscale qui, à l'origine, était bipartisane et qui va plutôt dans le bon sens. Alors, c'est quand même que le check and balances aux États-Unis, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionnerait si on a une nouvelle expérience? Alors ça, je n'en sais rien. Et je le laisse ça avec un point d'interrogation. Alors, avant de laisser la parole au public, j'ai deux interrogations, je pense, qui sont partagées par la plupart des Français sur l'avenir des États-Unis. Deux questions sur lesquelles on n'est pas sûr que lorsque les États-Unis vont bien, ça nous soit bénéfique. Je m'explique. La première, c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les GAFA
et sur les grandes entreprises. Alors, je sais bien, et je ne fais pas du tout partie de ces anciens spécialistes de la géopolitique et de l'économie industrielle qui pensent que Google et le gouvernement américain, c'est pareil, mais il n'empêche que ce sont quand même des entreprises américaines avec une certaine culture américaine et que quand on vit dans l'environnement Google, quand on consomme Amazon, quand on vit dans le monde Apple, on est un peu influencé par une culture qui est américaine et par des grandes entreprises américaines qu'on voit difficilement comment on peut arriver à concurrencer aujourd'hui. Donc, d'abord, quel est le regard d'un Américain là-dessus? Est-ce que c'est bien ou comment d'ailleurs les Américains voient les tentatives des Européens de se protéger contre les GAFA? Ça, c'est ma première question pour un économiste et un consul. Et puis, la deuxième, c'est comment des États-Unis, vous avez parlé de cette idée d'inclusiveness, mais on voit aussi un effet pervers qui est la cancel culture et la culture woke. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Nous, c'est tout nouveau, on le voit émerger en France, mais on n'est pas trop sûr de la façon dont il faut qu'on réagisse. Ça vient de France. N'oublions pas que ça vient de France. Ça vient de Jacques Derrida, ça vient de philosophes français à l'origine. Wow, beaucoup de questions. OK. Est-ce que on dit GAFA ou Gamma maintenant? Parce que Facebook, ça s'appelle Meta maintenant. Ouais, non. Gamma. Non, c'est une question très actuelle. Et bien sûr que il y a 10 ans, j'étais à notre ambassade à Paris, dans la section économique. Donc, même il y a 10 ans, on parlait toujours de GAFA, de problèmes GAFA. Donc, pour nous, les Américains, bien sûr, ils sont parmi nos grandes compagnies, c'est sûr. Et la plupart des Américains pensent que c'est formidable, surtout ce qu'on a vu pendant la pandémie, la productivité qu'on a grâce à eux, le fait qu'on pouvait commander du lait, des pneus, tout ce qu'on voulait, qui était livré chez nous dans 2 heures. Pour la plupart des Américains, ils ne sont pas contre. OK? Ils ne sont pas contre. En plus de ça, il faut dire aussi, et moi j'aimerais bien dire ça aux Français aussi. Aux États-Unis, Amazon surtout a aidé beaucoup les petits et moyennes entreprises. Et beaucoup de petits entrepreneurs, et sur Google aussi, ils ont fait leur propre entreprise grâce à ces géants d'Internet. Et c'est grâce à Etsy pour tout ce qui est fabriqué à la maison. C'est grâce à Amazon qui pouvait avoir une plateforme beaucoup plus large que le centre-ville de leur petite communauté. Donc, aux États-Unis, on n'a pas vraiment des gens qui sont contre, OK, en général. Je sais que pour les Français, c'est une question sensible, mais je dirais aussi qu'ici en France, ces compagnies ont aussi aidé les petits et moyens entrepreneurs français d'amener leurs biens, leurs services aussi au marché beaucoup plus large que leurs petits villes. La question, surtout en France, c'est une question de fiscalité, n'est-ce pas? C'est une question de taxes. Oui. Et je sais que c'est sensible. Pour nous, aux États-Unis, on est contre l'idée d'avoir des taxes spéciales unilatérales. On a des processus à la OCDE. Notre secrétaire de Trésor, Janet Yellen, qui est une dame hyper sympathique, elle est venue à Paris quand j'étais là. Elle a dit clairement que les États-Unis souhaitent avoir une taxation à la base de corporate partout dans le monde. Et on est vraiment contre les taxes unilatérales basées sur notre grande compagnie. Je sais que je n'ose pas dire que c'est contre les États-Unis, mais le fait que la plupart de compagnies qui devraient payer, c'est les Américains, n'est-ce pas? Donc, on veut résoudre ça dans un système multilatéral et pas avoir les questions unilatérales. OK. Sur la deuxième question, sur l'inclusivité, il y a des questions de diversité, inclusivité. Et pour moi, ce qui est le plus important, et je ne sais pas comment dire ça bien en français, mais belonging. Oui, diversité, on a une pièce pleine de gens de chaque coin du monde. Inclusivité, ça veut dire que chaque groupe, il se parle.
Il n'y a pas des lignes froides entre chaque groupe. Okay? Mais belonging veut dire que tout le monde sent qu'ils appartiennent de ce groupe. Oui? Donc, il y a tout un spectrum, je veux dire, entre diversité, inclusivité et belonging. Et on n'a pas encore arrivé, bien sûr. C'est un projet qui se déroule là. Je comprends bien qu'il y a des questions ici en France sur le wokisme. Okay? Il faut dire que ce n'est pas tout le monde aux États-Unis qui sont d'accord non plus. Mais ce que je disais tout à l'heure sur les questions sur la démocratie, sur le droit de chaque individu d'exprimer leur point de vue, parfois, c'est quand les gens sont un peu très vocal sur leur point de vue à un extrême, ça a un effet de tirer un peu le centre, oui, dans la direction. Ça veut dire que pas tout le pays va y arriver là-bas, oui, mais ça veut dire que le fait qu'il y a ces débats ici, ça tire le centre un peu. Et à mon avis, si ça nous aide de traverser de diversité, d'inclusivité, à belonging. Donc, c'est toute une question de processus. Mais alors, je me fais l'avocat du diable. Et c'est pas très difficile, là. Mais quand on a comme le cas de l'université de Evergreen, par exemple, où on a des étudiants qui vont prendre en otage leurs professeurs, ou un endroit où des étudiants, ou pas que des étudiants d'ailleurs, mais où des mouvements où on va dire il faut détruire toutes les statues de Thomas Jefferson. Est-ce qu'on est vraiment dans du belonging, ou est-ce qu'on ne va pas recliver à nouveau la société? Ce qui est l'inquiétude aujourd'hui vue d'ici, en se disant, oula, voilà ce qui nous arrive des États-Unis. Est-ce que ça, c'est quelque chose de positif? Non, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez le droit de faire ça. Mais le point où je vous frappe dans le visage, j'ai traversé une ligne. Oui? De prendre des gens en otage, c'est jamais acceptable. Jamais. Jamais. La violence, c'est jamais acceptable. Jamais. Et même aux États-Unis, les gens sont contre ça parce qu'ils voient que cette sorte de comportement est trop extrême. OK? Mais l'idée d'exprimer ces idées, même si le centre n'est pas tout à fait d'accord, OK, on est ouvert au débat. OK? Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, Eric? Même si on est un petit peu loin de la microéconomie appliquée, mais... Non, mais il y a des points importants. Bon, d'abord, je ne suis pas sûr que Marx aurait été enthousiasmé par ce que Lénine et Staline ont fait. Et de même, je ne suis pas sûr que Roland Barthes et Jacques Derrida, s'ils voyaient ce qui se passe dans certaines universités américaines, ou à Sciences Po d'ailleurs, que ce soit Grenoble ou Paris, seraient enthousiastes. Mais enfin, n'oublions pas que, de même que ce qui s'est passé en Russie venait d'Allemagne, ce qui se passe aujourd'hui sur des campus américains vient de France. Mais je voulais revenir un instant sur la question des grandes plateformes, Amazon, Google, etc. Et je trouve qu'en Europe, où pour les critiquer, on va chercher sur Google des arguments, et que si on a besoin d'arguments dans un livre, on va aller le commander sur Amazon, on a une attitude qui est un petit peu curieuse. Je me souviens très bien, il y a une vingtaine d'années, avoir participé à un colloque un peu politique d'ailleurs, où j'ai posé la question aux aspirants au pouvoir. J'ai posé la question, mais à votre avis, pourquoi est-ce que Google n'est pas français? Ce sont des algorithmes. Des bons algorithmes, c'est un énorme investissement en mathématiques. Comment se fait-il que Google ne soit pas français? Posez-vous la question. À l'époque, Google n'était pas encore aussi important qu'il n'est devenu aujourd'hui. Au début, Amazon, c'était juste un distributeur de livres. Et donc, je trouve qu'il faut se poser la question, pourquoi, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles l'Europe, qui a quand même des communautés de culture, même si c'est composé de pays différents, n'a pas été capable de produire de tels géants, qui à l'origine étaient minuscules. Et je pense que quelques éléments de réponse ont été apportés ce matin dans la discussion. Et un de ceux qui m'est apparu le plus important, auquel je n'avais peut-être pas assez réfléchi, c'est que le fait, lorsque une start-up américaine, donc avec le système de financement que nous n'avons pas, j'ai parlé du private equity, mais le venture capitalism ne marche pas très bien en Europe, il marche extraordinairement bien aux États-Unis. D'accord. Oublions ça. Une start-up américaine, on va prendre un exemple. Le monde commence à se confiner. Il faut passer à la téléconférence. Alors au début, on va utiliser tel ou tel système. Et puis tout d'un coup, il y a une entreprise dont personne n'avait entendu parler qui commence à sortir du lot, c'est Zoom. Pourquoi est-ce que Zoom n'était pas allemand, français, anglais, italien? Alors,
il me semble que le point essentiel, c'est qu'il y a un grand marché aux États-Unis et que c'est véritablement un marché unifié. Je vais vous en donner un exemple. Comme conséquence de la crise de 1930, qui était quand même le résultat d'une bulle immobilière. Les crises financières, en général, ça vient des bulles immobilières. Eh bien, il y a eu des décisions qui ont été prises d'abord pour que la méthode de calcul du risque immobilier soit la même en Alaska, au Nebraska ou en Floride. C'est ce qui a abouti au subprime, finalement, donc la classification du risque. Quand on a la même classification du risque, eh bien, déjà, on a des marchés de capitaux qui sont beaucoup plus fluides. Ça a été proposé par une des membres allemandes de la Banque centrale européenne pour la zone euro. On n'a rien fait, finalement. Deuxième élément dont on a parlé ce matin, c'est le droit des affaires. La start-up Zoom, qui je crois est californienne, mais j'en suis pas sûr, ne se pose même pas la question du droit californien. Pour ce qu'elle fait, le droit sera le même, que ce soit en Floride, à nouveau, ou en Utah, comme vous voulez. C'est un petit peu plus compliqué pour une start-up européenne. Il va falloir qu'elle s'adapte, si elle est française, au droit allemand, au droit italien, etc. Le droit des affaires, mais pas seulement le droit des affaires. Les responsabilités pénales ne sont pas les mêmes. Et là, il n'y a pas de miracle. Ce ne sont pas des choses qu'on changera d'un coup de baguette magique. Et c'est ça mon point. C'est que même si nous pensons qu'il faut arriver à compléter ce marché intérieur, qui ne l'est pas, on a parlé de l'union bancaire ce matin, mais là je parle de choses encore plus fondamentales, nous savons que si on veut respecter l'état de droit, et on doit le respecter, c'est comme la prunelle de nos yeux, sans ça c'est la dictature, ça sera un processus très long. Et que pendant ce processus très long, ne nous étonnons pas que nous ayons affaire, je ne sais pas quels seront les prochains géants de la technologie, mais je sais qu'ils ont beaucoup plus de chances de venir des États-Unis que d'Europe pour ces raisons-là. Donc finalement, vous êtes plus optimiste pour les États-Unis que pour nous, quoi. Eh bien, sur ce constat, on va laisser la parole au public. Je suis sûr que vous avez des questions, donc c'est le moment. Je vous demande simplement de lever la main et de faire des questions qui sont des questions relativement courtes. 30 secondes, normalement c'est idéal. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, au vu de ce qui s'est passé avec les sous-marins qui devaient être vendus à l'Australie et qui n'ont pas été vendus, et avec l'intervention des États-Unis, qu'en est-il maintenant de America First? Merci beaucoup pour la question. C'est très important et je sais que c'était quelque chose qui a beaucoup frappé la France. Notre président a parlé avec votre président, Biden, avec Macron, et ils ont eu une conversation très fructive parce qu'ils ont dit qu'en fait, on devrait faire mieux. Oui, on devrait avoir la communication devrait être meilleure, je dirais. Donc, c'est vrai. Je pense que après cette conversation très sérieuse, ça va mieux maintenant. Et on peut revenir à les valeurs partagées qu'on tient au cœur tous les deux comme pays. Et je pense que les deux présidents étaient d'accord en fait que même si c'était un moment difficile dans notre rapport, on est des amis depuis des siècles. Et quand il y a des grands problèmes mondiaux qu'il faut s'attaquer ensemble, comme la désinformation, l'environnement et la pandémie, bien sûr, qu'il faut qu'on répare le rapport et on travaille ensemble parce que la France est très importante pour nous comme alliés, de partenaires. Et je pense qu'on sent la même chose de vous chez nous. Et je suis très reconnaissante que même dans des familles très proches, il peut y avoir des désagréments. Mais heureusement, je pense que notre amitié dure depuis longtemps et ça ira encore, j'espère. Merci. Autre question? Oh oui, tout devant.
D'abord, c'est un plaisir de vous entendre. Vous êtes très solaire et quand on vous entend, on a l'impression de mettre le pied dans le territoire américain. C'est un plaisir. Ma question tient non pas à l'avenir des États-Unis, mais de l'avenir des Américains qui vivent en France, des bipartis, donc franco-américains. J'en fais partie. Enfin, ma famille en fait partie. Sur la loi FATCA, qui était une loi sur l'extraterritorialité. Et on a l'impression qu'il y a vraiment une pression fiscale et peut-être culpabilisation pour tous les Américains qui vivent en France ou ailleurs en Europe par rapport à cette loi fiscale et qui est une entrave également à l'investissement bancaire. Je sais que le président Macron avait l'intention de mettre ça sur le tapis, sur un article du Monde récemment. Qu'en est-il actuellement de cette loi FATCA? Merci beaucoup. J'ai pas tout entendu, mais je sais que le sujet est FATCA, ok? Et si je ne réponds pas très bien, il faut me reposer. The rules for FATCA? Yeah, ok. J'explique pour les gens qui peut-être ne sont pas au courant de FATCA. FATCA veut dire le Foreign Accounts Tax Compliance Act. Et les États-Unis est parmi les, je ne sais pas, peut-être le seul pays du monde. Peut-être il y a un autre, je ne sais pas, mais on est exceptionnel dans l'idée que chaque Américain, n'importe où dans le monde, doivent payer leurs impôts sur leur revenu total. Oui? Donc, si vous êtes français et vous déménagez à San Francisco et vous avez votre propre business là-bas et vous avez tous vos papiers, vous êtes résident à San Francisco, vous ne payez pas, si j'ai bien compris, des taxes en France. N'est-ce pas? Aux États-Unis, pour les Américains, n'importe où, vous payez. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a parfois des Américains pas du tout contentes avec les autorités fiscales américaines. Et il faut dire qu'au consulat général à Marseille, on a ces questions tous les jours. OK? Tous les jours. Et partout, le sud de la France est une région la plus belle du monde pour les expatriés, n'est-ce pas? On a beaucoup de résidents américains qui ne sont pas du tout contents sur cette fait-là. OK. Donc, selon ma connaissance, rien n'a changé avec FATCA. Et ça veut dire que les Américains doivent faire leur déclaration des impôts chaque année. On a un traité bilatéral avec la France sur les impôts. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de votre revenu en France qui est exclue, qui est spéciale. Ce n'est pas du tout le cas avec tous les pays du monde, mais ça marche ici. Donc, si vous avez payé vos impôts ici en France parce que vous avez gagné votre argent en France, donc ce parti est exclu à votre revenu américain. Mais c'est compliqué et il faut avoir des vrais comptables qui comprennent mieux que moi. L'autre question où ça pose un problème pour les Américains, moi, même comme consul général, quand je suis arrivée ici, ça m'a pris 4 mois pour ouvrir un compte bancaire. Parce que je suis entrée dans une branche et j'ai dit, OK, j'aimerais bien ouvrir un compte, s'il vous plaît. Je vis ici maintenant, j'ai besoin d'un portable, je ne peux pas avoir un portable sans RIB, je ne peux pas avoir un RIB sans compte bancaire, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est compliqué. Donc ils ont dit, oh madame, pardon, vous êtes américaine, donc votre gouvernement nous exige, on exige à la banque, beaucoup de réglementation, de fournir d'informations sur chaque membre de banque, chaque gens qui ont un compte, sur nos autorités fiscales. Et pour eux, ce n'est pas rentable d'avoir un compte pour les particuliers parce qu'ils ne gagneraient pas suffisamment sur mon compte. Il va dépenser plus pour fournir l'information. Donc, il y a la plupart des banques, en fait, qui refusent d'ouvrir des comptes pour les Américains. Oui? Donc, oui, c'est vrai. Pour nos citoyens, c'est une question très actuelle. Ils viennent souvent. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y a eu des changements. Peut-être que j'ai tort, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Mais pour l'instant, je n'ai rien entendu. C'est notre vie comme Américaine. En fait, oui. C'est la vie. Vous voyez, c'est pas non plus le pays le plus libéral du monde. Hein. Faut pas... Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore le... Allez-y. Bonjour.
Vous avez beaucoup parlé d'économie, ce qui est logique, et en même temps, l'avenir d'un pays, c'est aussi sa population. Et vous avez commencé votre propos en évoquant la jeunesse, le fait que vous considériez que la jeunesse était extrêmement éduquée aux États-Unis maintenant, la plus éduquée probablement de toute l'histoire américaine. Comment vous expliquez ce paradoxe qui est que dans une jeunesse extrêmement éduquée, à contrario, il y a une très très forte proximité avec les fake news et que les Américains qui sont très éduqués et les jeunes très éduqués ont beaucoup d'appétence et finalement tombent assez facilement dans le panneau des fake news, alors qu'on pourrait considérer que vu leur mental et leur QI et leurs hautes études, ils devraient faire la différence entre ce qui est évidemment faux et la réalité. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, juste avant, évidemment, on va laisser répondre, nos deux intervenants veulent répondre, mais j'en profite pour vous dire qu'il y aura une table ronde spécialement dédiée à ça demain, avec nos experts français. Mais on parle des États-Unis. OK, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est difficile de vous débattre, bien sûr, parce que vous avez raison. Et ça, c'est un défi très large pour notre gouvernement, parce que c'est exactement cette question. Si j'ai bien mémorisé mes chiffres, l'année dernière, il y a 2 ans, c'est la première fois qu'on a atteint le niveau de 88% des jeunes ont fini le lycée. 88. En fait, ça m'a surpris parce qu'il me semble que c'est un peu bas. Mais en fait, dans toute notre histoire, c'est le plus haut que jamais. OK? Et maintenant, c'est à peu près 42% des adultes américains, je veux dire après l'âge de 25, qui ont leur, vous dites, bac plus 4, bachelor's degree. Pour nous, ça veut dire université, c'est 4 ans après le bac. OK? Donc, bachelor's degree, c'est 42%. Et high school, lycée, c'est 88%. Donc, ça me semble que c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est le plus large que jamais. La question que vous posez est vraiment actuelle, parce que c'est une question est-ce qu'on, dans les classes, est-ce qu'on est en train de faire mémoriser rapidement toutes les choses, ou est-ce qu'on apprend aux jeunes comment penser critiquement? Et c'est tout à fait quelque chose de tout à fait différent. Et si on est là juste pour mémoriser des faits, pour passer un examen et tout oublier, mais moi, évidemment, dans ma carrière, j'ai étudié l'économie, les sciences politiques. J'étais pas très douée dans la chimie, la physique. J'ai réussi sur l'examen parce que j'ai étudié jusqu'à 2 heures du matin, tous les éléments, etc. Le lendemain, j'ai dit, je vide l'espace dans mon cerveau pour les choses que j'aime bien. Okay? Donc, ça arrive, même pour les gens qui ont fait l'université, les masters, etc. Mais est-ce que, et pas seulement pour les étudiants, les adultes aussi, est-ce qu'on a oublié comme une société comment faire penser critiquement et comment avoir un débat civil avec des gens où vous n'êtes pas d'accord? Et c'est pas je vous déteste pas, mais on peut dire ok, d'accord, on est d'accord d'être ne pas d'accord sur ce sujet. Point final. Oui. Et donc ça c'est un vrai enjeu. Et quand vous ajoutez la désinformation qui existe et qui est financée parfois par des pays étrangers, ça c'est un grand enjeu, grand enjeu. Et ça a aidé à ce discours qui n'était pas très poli récemment. Merci. Éric, un mot très court et on aura une dernière question ensuite. Oui, donc je change de casquette, je prends ma casquette plus sciences, mathématiques et de membre aussi de American Association for the Advancement of Science, qui publie la revue Science. Les scientifiques américains, comme les scientifiques français, ont la même, si je puis dire, complainte, qui est que le niveau scientifique de la jeunesse baisse. Vous savez, en France, tout le monde a son bac, c'est pas pour autant que le niveau scientifique monte. Il fait le contraire. Donc, 88%, 88%, c'est bien, mais ça ne nous dit pas quelle est la qualité. Or, aux États-Unis, c'est, je veux dire, une des choses inquiétantes et qui rend peut-être quand même plus sensible aux fake news, le niveau scientifique a baissé. Et c'est un des points importants du plan Biden, qui est de refinancer les écoles publiques et les lycées publics, les high schools,
pour redonner de la qualité. Si on veut avoir de bons enseignants, il faut mieux les payer, etc., etc. Donc c'est un problème qui est quand même, malgré cette progression des chiffres at face value, la dégradation du niveau scientifique est un terrain plus propice à l'absorption des fake news que si ce n'était pas le cas. Malheureusement, même chez les scientifiques, il y en a qui les absorbent. On a une question de la jeunesse, au fond. Il hésite. Est-ce qu'on sait ce qu'il voulait poser comme question? Oui, tout à fait. Tu veux que je la pose à ta place? Bon. Il demandait pourquoi il y avait toujours des armes aux États-Unis, puisque vous étiez contre la violence. Ouf, ah oui, il fallait être un enfant pour oser la poser. Ok. Merci pour cette question. Ça me touche en fait parce que je viens du Michigan où malheureusement cette semaine il y a eu encore une tragédie dans une école. Et c'est vraiment quelque chose très actuel. C'est une question que beaucoup des Américains se posent aussi. C'est dans notre Constitution, notre deuxième amendment de notre Constitution garantit le droit d'être propriétaire d'une arme. Donc, il y a des gens qui sont hyper passionnés sur ça, hyper passionnés sur ça. Et il y a des autres qui n'aiment pas les armes non plus. Jamais. Donc, on a un problème aux États-Unis de trouver une moyenne de régler ça. C'est aussi une question sur de santé mentale qui est très importante. Pourquoi les jeunes sont ils sont si mal et si déprimés qu'ils pouvaient même penser à ça. Mais c'est extraordinaire. Et ça n'arrive pas dans les autres pays. Donc, il y a beaucoup de questions, pas seulement sur les armes. Et j'imagine, nos écoles sont financées tout à fait contrairement que les vôtres, parce que c'est une municipalité qui prend en charge, et avec un peu d'appui de niveau d'État et niveau fédéral, mais les quartiers riches ont des ressources que les quartiers pauvres n'en ont pas. Okay? Ça veut dire que quelques écoles peuvent choisir d'avoir les détecteurs des armes à l'entrée et les autres n'ont pas les ressources pour se permettre. Oui? Il y a aussi une question de la loi sur les armes. Si les adultes choisissent d'être propriétaires des armes, et ils font tous les papiers. Il y a même des licences, il faut des permis, chaque État a leurs règles. Mais c'est pas que n'importe qui peut acheter normalement. Donc, est-ce qu'ils ont un coffre fort où ils gardent ça? Il y a des responsabilités quand même, si vous voulez avoir une arme, que les enfants n'ont pas accès à ça. OK, ils n'ont pas accès à ça. Donc, c'est une question c'est très émotionnel pour beaucoup de gens parce que personne ne veut que les petits meurent. Personne. Et c'est compliqué à résoudre. Mais il y a des gens qui font de leur mieux, surtout sur les questions de bullying. Je ne sais pas comment dire ça en français. Quand les gens taquinent trop une individuelle. C'est harcèlement. Et comment améliorer l'inclusion dans nos écoles. Et aussi, donc, quelles sont les mesures de protection qu'il faut avoir dans les écoles comme des détecteurs pour faire face à ça. Merci. Bien, nous sommes arrivés au bout. Merci beaucoup, Madame le Consul. Merci, Eric.